Bonjour, bienvenue à l'atelier librairie, le livre voyageur, animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 24 mars 2020. Eh bien voilà, tel qu'annoncé par décret par le gouvernement du Québec, eh bien je suspends mes activités de libraire. Ça fait drôle, c'est la dernière journée que j'officie comme libraire. Et semble-t-il, nous reprendrons nos activités le 13 avril prochain. Mais honnêtement, j'en doute fort. Évidemment, nous l'espérons. Nous l'espérons tous que nous revenions à la normale, disons. Et donc, voilà, je suis en arrêt de travail forcé par des circonstances exceptionnelles. Nous sommes tous dans la même situation. C'est consolant de savoir qu'on est tous dans la mouise, là, tous ensemble. Ce qui est grave dans la vie, c'est de vivre dans un monde prospère et d'être pauvre. Mais là, on est à peu près tous renvoyés à notre condition. J'ai eu une assez bonne journée aujourd'hui, quand même, pour un mardi. Je ne sais quand je vais ouvrir. Moi, je ne m'attends pas à ouvrir le 13 avril prochain. Je m'attends plutôt, je vous le dis franchement, mi-mai. Alors, je vais poursuivre mes vidéos. Parce que, bon, ben, la vie se poursuit. D'autant que, je vous l'ai raconté, ou peut-être ne vous l'ai-je pas raconté, mais Fabienne, qui anime des ateliers de création au CHUM, fait soigner des moribonds, des gens en phase terminale. C'est incroyable le travail qu'elle fait. Et là, le CHUM a créé une sorte de garderie pour les employés du CHUM qui sont à l'âge d'aller à l'école, donc qui n'entrent pas dans les critères habituels des garderies, qui sont pour la plupart pour les enfants en âge préscolaire. Alors, c'est son nouveau travail pour quelques semaines, plusieurs semaines, semble-t-il. Et je n'accepte pas de rester confiné pendant que ma femme prend des risques pour le bien commun. Je n'accepte pas de rester... et puis comme je lui disais, de toute façon, je veux dire, tu prends des risques, forcément, à moins qu'on vive chacun de notre côté, eh bien, à quelque part, je les prends aussi avec toi, de manière passive, mais à partir de demain matin, je l'accompagne au CHUM. Alors, je vais faire des vidéos, je vais continuer à faire des vidéos pour vous raconter un peu ce qui se passe, qu'est-ce qui va arriver, parce que, évidemment, il y a un très, très grand nombre de gens qui ne sortiront pas de chez eux, mais il va y avoir une armée de l'ombre qui, elle, va... Et puis, je m'attends également aussi à ce que... Est-ce qu'il y aura, à un moment donné, un appel fait à un grand nombre de gens pour prêter main forte à des gens qui vont être abandonnés ou en difficulté. Ce ne sera pas tout le monde, il va y avoir des gens qui vont être obligés de sortir. Alors, Fabienne et moi, on prend de l'avance. On prend de l'avance pour tous ces gens qui sont sur le point qui vont sortir, qui vont devoir... voyez les gens là devant la porte. Et ils lisent sans doute, ils regardent la vitrine. Eh bien non, la librairie est fermée. Eh bien, il y aura des gens qui devront sortir. On peut pas tout arrêter. On le souhaiterait bien. Et nous, on a choisi notre
On a choisi notre camp. Moi, ça a été des semaines d'insomnie, je dois vous dire. Pas tant pour... ben oui, j'ai eu ma période d'examen de conscience, là, qui n'a peut-être rien à voir non plus avec les événements en cours. C'est peut-être des passages nécessaires de la vie où on doit prendre des temps d'arrêt. La nuit est parfois propice à ces méditations. J'aime également, je vous l'ai dit sans doute, j'aime rêver au niveau cosmique. Ouais, ça peut vous sembler curieux. On est des êtres de cosmos, hein? Ça, c'est clair. Attendez, je reviens. Hier, j'avais préparé un certain nombre de livres afin de les proposer à la vente et de les mettre sur ma page Facebook, dont celui-ci, que je ne connaissais pas, mais dont le titre m'a interpellé. Je vous le montre à l'écran, je ne sais pas si on le voit bien, ouais. Les facteurs cosmiques de la maladie, de Arthur Girdam. Alors, Arthur Girdam est bien connu en Angleterre, à la fois comme médecin, comme psychiatre. Ses travaux sur l'épilepsie lui ont valu en 1935 le prix Gaskell de l'Académie royale de psychologie médicale, médecin-chef de la clinique Bellbrook, médecin psychiatre de l'hôpital département de Bath et responsable des services de psychiatrie de cette région, hospitalière. Sa carrière n'a été qu'une longue pratique médicale, aussi bien en consultation privée qu'en consultation hospitalière. Depuis 1957, il a publié des ouvrages très originaux sur le concept de maladie, ainsi que sur ses expériences psychiques personnelles. Plusieurs d'entre eux ont déjà été traduits en français. Ce qui est très, très étonnant, c'est que je n'avais jamais vu, je vous l'ai dit sans doute, je n'avais jamais vu ce livre-là. C'est quand même incroyable, un livre que je n'ai jamais vu. Et dans une collection quand même, somme toute, l'expérience psychique, chez Fayard, une collection qui a connu beaucoup de succès. Elle était dirigée par Jacques Brosse, hein, qui est bien connu. Alors, c'est quoi au juste? Au cours de sa longue expérience médicale, le docteur Girdam a acquis la conviction qu'un grand nombre de maladies, qu'elles soient organiques ou psychiques, provenaient d'un conflit interne entre notre personnalité et le principe vital, universel, qui réside au cœur de chacun de nous, entre notre moi complexe et chaotique et l'ordre universel. Cette disharmonie a atteint à notre époque sa phase aiguë, et c'est à elle qu'il convient d'abord de porter remède. Ainsi, le docteur Girdam prévoit-il un remaniement profond de la médecine, lequel, depuis la publication de son livre, a commencé effectivement à se dessiner. Ce que l'auteur propose, ce ne sont nullement des remèdes miracles, mais une ligne de conduite qui nous permette de retrouver, dissimulée sous le voile de l'intelligence raisonnante et abstraite, la réceptivité spontanée, fondement de la sagesse antique, grâce à laquelle nous pourrons venir à bout des malaises chroniques qu'engendre une civilisation devenue aberrante. Alors, ouais, je pensais pas vous parler de ça, mais vous voyez dans cette collection-là, ce qu'on y retrouve, c'est la politique de l'extase de Timothy Leary, avec les sages du Japon de Paul Arnold, vers une psychologie de l'être d'Abraham Maslow, celui qui a créé la psychologie transpersonnelle, joyeuse cosmologie d'Alan Watts. Voilà un peu. Alors, il parle du cosmos. Voilà, c'est pour ça que j'en suis venu à. En fait, j'en suis venu par une espèce d'enchaînement d'idées dont j'ai le secret. J'en suis venu à me rappeler qu'il y avait ce titre-là. Et je me disais, faut que j'y jette un coup d'œil ce livre-là avant de le proposer. Et donc,
la nuit, donc au cours de ces insomnies, là, dont je ne suis pas familier, qui m'ont assailli ces nuits dernières, eh bien, je me suis livré à cette chose que j'appelle mes méditations cosmiques. Alors, c'est-à-dire que je rêve, je me laisse aller à l'idée que je suis une toute petite particule qui s'ébroue dans un immense champ cosmique qui se dilate, que je fais partie de l'univers, de l'incommensurable univers, et que cet univers-là dans lequel je me meus maladroitement, et parfois de manière affolée, au fond, cet univers-là ne me veut aucun mal. J'en fais partie, je suis partie intégrante, et que rien ne me sépare de sa naissance, de sa genèse, de sa création, il y a plus de 13 milliards d'années, et qu'avec lui, je prends également, que mon esprit prend de l'expansion. Alors j'ai l'impression de faire une sorte de voyage à la fois conscient, incarné, existentiel, au cœur d'un univers qui me reçoit dans son sein, qui m'accueille et que je respire, avec lequel je respire, une sorte de respiration harmonieuse. Et c'est là, généralement, quand j'arrive après mes réflexions, ce que j'appelle le tour du jardin, c'est là où mes méditations cosmiques débutent, et c'est là que je me glisse dans un sommeil court par les temps qui courent, mais réparateur malgré tout. Alors la question de la diététique dans les prochains jours, chevaucher le tigre, c'est-à-dire brider son mental, être capable, même si les événements qui se déploient sous nos yeux sont littéralement, ils sont inédits, mais ils ne sont pas qu'inédits, ils sont à la fois terrifiants, ils sont à la fois de porteurs aussi de quelque chose de totalement neuf, d'inédit. Je comprends bien que beaucoup de gens ne sont plus familiarisés avec cette bienheureuse insécurité. Tout à coup, on retrouve notre fragilité, la précarité de notre condition. Peut-être que là, afin de se calmer, les gens peut-être aussi devraient s'adonner à cette respiration en harmonie avec l'univers. Vous voyez, mais c'est pas ésotérique ce truc-là, hein, parce que vous le savez, l'univers eh bien, est plein de mystères. On a de grands scientifiques, de grands physiciens, de grands astronomes qui font des calculs savants. Ça aussi, c'est assez extraordinaire qu'au fond, avec jadis, avec un crayon et un papier, on pouvait profiler l'univers. Bon, maintenant, nous avons des ordinateurs extrêmement puissants qui colligent des tas de données sur la nature même de cet univers. C'est là où l'espèce humaine, quoi qu'on en dise, est d'une fabuleuse créativité. Ah, elle sait se mettre en danger, elle est hardie, elle est audacieuse, elle est colonisatrice, mais en même temps, elle est mue par une inextinguible curiosité. Et sa folie aussi, qui la conduit à la démesure, à l'hybris, eh bien, fait partie de ses caractéristiques. Alors, j'en arrive justement au dernier livre, après ce très long préambule, pour vous lire quelques passages. D'ailleurs, c'est ma première vidéo, on pourrait la qualifier post-fermeture de l'atelier librairie. Alors, j'en arrive à vous parler de ce livre-là de Philippe Solers, son dernier désir, que j'ai reçu par une... Je me disais, il n'arrivera pas à Montréal avant que tout se referme. Et je souhaitais le lire, c'est une sorte de rituel. Je lis Philippe Solers
depuis l'apparition de Femmes, 1985, il me semble. Ouais, sans doute 85, peut-être 84. Et à chaque année, dès qu'un solaire s'apparaît, généralement c'est au printemps, ou à la fin de l'hiver, eh bien, loin, lui, il n'apparaît pas en septembre. Là. Il attend que tout le monde ait fait sa rentrée pour faire son apparition. Alors, c'est un beau rituel. Quand on côtoie de manière intime, depuis si longtemps, un lecteur, le lecteur c'est moi, mais c'est ça aussi les aventures de Solers. Ce qu'il faut dire, c'est que ce sont au fond les aventures d'un lecteur. Voilà. Et Solers, à l'instar de Matisse, qui, âgé, avait de la difficulté à peindre, avait développé une technique qui consistait à découper des papiers de couleur et de les assembler pour créer des formes. C'est très beau, ça. C'est très simple, c'est très dépouillé. Alors, Solers fait ça avec des textes qui prélèvent et qui l'agencent et qui incorporent dans son propre récit, dans son propre tableau, devrais-je dire. Alors, cette technique-là solérienne, du découpage, de la citation, eh bien, elle m'enchante tout à fait. On pourra juger que c'est propre au littéraire d'aimer la citation. Et puis, au fond, je veux dire, peut-être, à la limite, écrire, c'est peut-être ça, simplement, découper des phrases qui appartiennent à quelqu'un d'autre, faire sienne. De toute façon, la quête de l'originalité est souvent dépourvue d'originalité. Et ce qui m'amène aussi, avant de vous lire 2 ou 3 passages, je me faisais la réflexion il y a quelques jours, c'est sur l'amour que j'ai des gens qui fréquentent ma librairie, ce que j'appelle mes lecteurs. Alors, les écrivains ont des lecteurs et un libraire a tous les lecteurs. Alors, depuis 25 ans, on ne dirait pas davantage, je vais faire une vidéo là-dessus quand je vais avoir mieux laissé mûrir cette idée, c'est qu'au fond, un libraire a tous les lecteurs. Alors, chaque lectrice qui franchit le seuil de l'atelier librairie vient avec un énorme, souvent, bagage de lecture et vient avec sa propre bibliothèque incarnée en lui. Et cette bibliothèque-là, qui a façonné l'imaginaire, la personnalité du lecteur, outre le fait qu'il la porte en lui, eh bien, elle irradie aussi. Elle irradie et elle communie d'une certaine façon, à la fois avec tous les livres qui sont là, et à la fois avec ma propre bibliothèque intime. Et parfois, il y a des rencontres incongrues qui se font entre 2 hommes bibliothèques, par des intercesseurs merveilleux, par des auteurs qui tout à coup nous relient, tout à coup, là, maintenant, dans la librairie. Et je demeure absolument fasciné par cette quête inapaisable, inapaisée que je constate chez l'immense majorité des gens qui fréquentent l'atelier librairie. Ce sont des passionnés, ce sont des fous de livres, et c'est tellement fascinant à côtoyer ces gens-là sur une base quotidienne, comme je le fais depuis plus de 25 ans. Pour moi, à la limite, je vous dirais, vendre des livres, c'est secondaire. C'est secondaire, ouais. Je ne saurais plus me priver de cet apport-là. Évidemment, j'ai acquis au fil des années une sorte de petite autorité, mais fort heureusement, me trompant pratiquement tout le temps,
cette autorité-là, a très peu de pouvoir. Et puis un petit commerçant, dans sa base même, est dénué de pouvoir. Un petit commerçant, il a besoin vraiment des autres pour continuer d'exister. Mais, alors parfois il arrive évidemment qu'on me voit comme une sorte d'autorité, mais c'est pas ça qui m'intéresse. C'est pas... le sacerdoce ne m'intéresse pas. Moi, je suis une sorte de moine au fond. Une sorte de moine laïque. Dans un monde déspiritualisé. Mais vous allez voir, la spiritualité va revenir. J'espère qu'elle va revenir sous une forme, non pas défensive et frileuse, mais sous une forme de remerciement, de reconnaissance, de gratitude, sous le feu du désir. Alors donc, c'est quoi désir, hein? Pour en venir à la 22e minute et 13 secondes. C'est un livre qui parle de Louis-Claude de Saint-Martin, dit le philosophe inconnu. C'est un penseur français, figure centrale de l'illuminisme européen, dans lequel, entre autres, on retrouve Jacob Böhm. Alors, l'illuminisme, fait de la recherche, c'est une certaine manière de penser où Dieu se trouve dans chaque chose et à tout moment. En fait, Dieu est partout. Et peut-être que le philosophe inconnu, pour avoir accès à cette densité de Dieu, doit-il se fondre, là, se disparaître au fond. Et se fondre dans la noirceur, se fondre dans l'obscurité. Disparaître pour recevoir. Alors, je vais vous lire quelques passages. Alors, comme toujours, les livres de Soler, celui-ci n'est pas un gros livre. Alors, il nous renvoie, il y a une bibliographie de 2 titres, il nous renvoie au livre de Nicole Jacques Lefebvre, Louis-Claude de Saint-Martin, le philosophe inconnu, et un illuministe au ciel des Lumières. Alors les deux, ce sont de la même dame. L'illumination écrase le temps et le fait bouillonner. Sans elle, la vie serait une routine, mais grâce à elle, le désir reste désir, au cœur d'une possibilité toujours révolutionnaire. Les illuminés continuent d'agir. On les croit absents, mais écoutez mieux ces romans très spéciaux qui vous parlent directement, malgré le vacarme. Ils sont là, ils n'ont pas cessé d'être là. Je vous lis des passages comme ça, tout à fait par hasard, hein? L'influence du philosophe inconnu sur Rimbaud est manifeste dans ces passages. Je suis le saint en prière sur la terrasse, comme les bêtes pacifiques paissent jusqu'à la mer de Palestine. Je suis le savant au fauteuil sombre, les branches et la pluie se jettent à la croisée de la bibliothèque. Une très belle fin du monde, océanique, bleue, légère, libératrice. Le noyé revoit sa vie de façon précise et panoramique dans les moindres détails. Oh, cette pâquerette d'autrefois avec son « je t'aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout ». Oh, cette bouteille de vin, ce soir-là. Oh, cet orage doux, avec cette chérie sous la pluie.
Le devenir clown des hommes d'État mériterait une étude à part. Les marionnettes révolutionnaires que le philosophe a pu observer à la Convention étaient possédées. Elles n'étaient pas ridicules. La mort triomphait dans leur voix étrange. Ils parlaient en jouant leur vie. Rien de plus pénible par la suite que les guignols totalitaires, la sarabande des notaires, les orateurs appliqués ou pompeux. La révolution les ronge, les désaccorde, les désagrège, les absorbe. Tout le monde n'est pas capable d'incarner le néant. De temps en temps, le nouvel élu, fait illusion un an ou deux, mais rapidement, il dérape, ennuie, s'énerve, s'effondre. Il ne lui reste plus qu'à répéter que le choix est entre lui et le chaos. Encore une vague de spectacle avant que surgisse un désordre ou un scandale nouveau. Alors, vous voyez, c'est de cette belle eau baptismale. Ce livre-là, j'ai l'impression, c'est ça qui est assez étonnant aussi, je l'ai reçu il y a quelques jours, et j'ai l'impression qu'il a littéralement été écrit ce matin. L'intensité des moments que nous vivons coïncide parfaitement avec le propos. C'est presque un livre, rendu là, c'est presque un livre de voyance, une sorte d'illumination au milieu d'un monde qui se transforme à très grande vitesse. Et je vois bien autour de moi, les gens sont frappés par les astres, c'est-à-dire ils sont sidérés. Ils ont toutes les difficultés du monde à comprendre l'événement, la vitesse, la rapidité avec laquelle les événements s'enchaînent. Et les plus hardis s'essoufflent à essayer d'interpréter ce qui est en train de se jouer là. Et rapidement, l'esprit se fatigue. L'esprit se fatigue à essayer de comprendre des choses qu'il ne saisit pas. Alors j'invite, moi, plutôt, comme notre sens critique est mis à mal, ce foutu sens critique, qui bien souvent nous sert de carapace, nous sert de cuirasse, pour se protéger de toutes les choses que nous ne savons pas, et ces choses-là que nous ne savons pas, qui sont infiniment nombreuses, peuvent être infiniment dangereuses aussi. Alors le sens critique, cette armure, il est plein de trous, là, pour les plus... c'est curieux, depuis que j'ai fermé, vous voyez, les gens s'arrêtent, on me fait des petits signes, on me salue de la tête, on doit juger que je suis un peu ma boule, je parle tout seul. Mais aujourd'hui, de toute façon, tout le monde parle tout seul. Alors, j'aurais presque envie de dire que c'est un livre providentiel, au fond. Au titre étonnamment scandaleux dans le tumulte, l'affreuse effervescence dans laquelle nous sommes entraînés. Alors, je vous lis-tu un dernier passage? Oui, un dernier petit passage pour la route. Ah oui. Oui, voilà. Je vais écouter là-dessus, je vais vous quitter là-dessus. Plus la corruption augmente, plus l'incorruptible se porte bien. C'est l'antidote absolu au poison violent du naufrage. Dans un monde déboussolé, seule sa boussole est sûre. Il vient de la consulter, et comme il le pensait, malgré une actualité massacrante, tout va bien, et de mieux en mieux. Il garde cette information pour lui, il a l'habitude, santé d'abord,
et bonsoir. On pense à Nietzsche, qui appelait de tous ses voeux une épidémie de gens en bonne santé. Hein, la bonne santé, c'est ce grand désir de vivre. Eh bien, ben voilà, peut-être qu'une fois la pandémie passée, eh bien, nous aurons une autre épidémie, celle-là glorieuse et rayonnante, une épidémie de gens en bonne santé. Enfin, pas des carcassés, mais qui auront perdu leurs écailles protectrices. Je vous remercie d'être avec moi et qui auront commencé leur mue. Je vous remercie d'être avec moi, portez-vous bien. Et à bientôt pour mes nouvelles aventures. Je vais sans doute être moins présent sur la plateforme Facebook, parce que j'écris ce qui me passe par la tête entre deux classements, entre deux visites. Mais là, je vais quand même apporter un petit calepin pour prendre en note ce que je vais voir, ce dont je vais être témoin. Alors, soit je vais écrire le soir ou peut-être la nuit, je vais apparaître là, sur les plateformes. Mais dites-vous que je vais bien. Si vous me voyez apparaître, c'est que je vois bien. Je vais bien. Oui. Si vous me voyez apparaître, c'est que je vois bien. Wow, ça c'est un beau lapsus. Allez, je pense que ça va être le titre. Si vous me voyez apparaître, c'est que je vois bien. Allez, merci. Et à très bientôt. Puis courage, 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 courage. Courage.